Trois audiences à la présidence ce lundi. Le président Ouattara a reçu le président directeur général du groupe Bouygues, le gouverneur de la BCEAO et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. La potentialité et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire présentées aujourd'hui aux hommes d'affaires indiens arrivés à Abidjan hier. Ils ont rencontré ce lundi des membres du gouvernement ivoirien. Drame à Angré, dans la commune de Cocody, un immeuble s'est effondré. Selon les sapeurs-pompiers, 20 ouvriers travaillaient sur le chantier. 4 ont été retrouvés, les 16 autres seraient encore retenus sous les décombres. Et puis en Allemagne, le procès historique d'une néo-nazie et de 4 complices présumés accusés de 10 meurtres, dont 9 xénophobes, a été ajourné jusqu'au 14 mai. Il avait été ouvert dans la matinée. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Direction tout de suite à la présidence de la République. 3 audiences s'y sont tenues. Le président Ouattara a reçu le président directeur général du groupe français Bouygues, le gouverneur de la BCEAO et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Dans nos prochaines éditions, le témoignage complet de Viviane Haïm. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a échangé ce matin à la primature avec le conseil d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix. La délégation conduite par Monseigneur Awana et le père Roberto Campisi est allée faire le point de ses activités au Premier ministre, notamment la construction de l'hôpital Joseph Moscatier de Yamoussoukro. Les travaux de cet édifice sanitaire destiné particulièrement aux pauvres devraient reprendre dans une semaine grâce à un financement octroyé par le chef de l'État. La question foncière est singulièrement source de conflits en zone forestière et singulièrement dans l'ouest du pays. Aguiglo Coulibaly Sangafoua Mamadou, ministre de l'Agriculture, a exhorté la population à faire preuve de bonne foi dans l'exploitation de la loi de 1998 en attendant les nouvelles dispositions législatives en la matière. Noël Niagno. Monsieur le préfet, je vous invite à sensibiliser les populations pour qu'il soit mis fin aux transactions illégales sur les terres, ici à l'ouest. Vous avez dit conflit foncier, une onde de choc qui traverse régulièrement les zones forestières parce que riches de leur potentiel dans un pays à vocation agricole. Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture, a prolongé la préoccupation du président de la République sur la question foncière. En entendant les nouvelles dispositions législatives, le ministre de l'Agriculture est revenu sur les acquis de la loi de 1998. Donc la loi de 1998 est venue pour reconnaître le droit coutumier. Et cette loi dit, la terre rurale, il y a une partie qu'on appelle le foncier rural coutumier. De ce fait, si un chef traditionnel, un chef de terre ou un paysan dit qu'il est propriétaire selon le droit coutumier, la loi de 1998 lui permet de consolider son droit. Malheureusement, la mauvaise foi s'est installée durablement dans les villages avec son corollaire, les conflits fonciers. Souvent, ceux qui vendent et ceux qui achètent, ils le font de mauvaise foi. La mauvaise foi est souvent des deux côtés. Du côté de celui qui vend, parce que peut-être lui-même n'est pas sûr de la propriété qu'il exerce, mais aussi de celui qui achète, quoique étant pas sûr de la propriété de celui qui lui vend la terre. Et après, on nous lègue des conflits à gérer. Il faut mettre un terme à cette pratique, a indiqué à haute et intelligible voix le ministre de l'Agriculture. La raison, la démarche administrative cohérente peut aider toutes les parties de façon équitable. Venez voir le sous-préfet et de lui dire, moi, j'ai cette terre qui m'appartient. Et le préfet va réunir un comité villageois de gestion du foncier. Ils vont vérifier si ce que dit le propriétaire terrien est vrai. Une fois que c'est vrai, on lui donne un certificat foncier. Avec ce certificat, le propriétaire de la terre peut non seulement la louer, mais il peut aussi, avec ce papier, avoir des prêts à la banque pour l'exploitation de sa parcelle. Un appel qui va au-delà de la région du Cavali pour faire écho du message du président Alassane Ouattara avec une finalité, mettre fin aux nombreux conflits fonciers pour faire place nette à la paix dans la Côte d'Ivoire profonde, donc dans la Côte d'Ivoire tout court.
Il s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale économique et prendra fin le 11 mai prochain. L'atelier régional des experts de la FAO sur la réduction des pertes après capture et la valeur ajoutée pour un meilleur accès au marché du poisson et des produits de la pêche. Les précisions du Guervé Blé. Une denrée difficile d'accès, le poisson le demeure en Afrique, en cause les pertes post-capture. Une tendance qu'il est question d'inverser avec l'atelier régional d'Abidjan. Ces pertes traduisent véritablement un manque à gagner énorme pour des millions de personnes impliquées directement ou indirectement, dont une majorité de femmes. De l'ordre de 25 à 30%, les pertes post-capture pour la FAO constituent un fait inacceptable dans un contexte d'insécurité alimentaire. Sous l'égide de la FAO, une quarantaine d'experts de 17 pays africains et de France réfléchissent à Abidjan à la réduction des pertes et à la valeur ajoutée pour un meilleur accès au marché du poisson et des produits de pêche. Je saisis cette occasion pour faire un plaidoyer auprès de nos partenaires au développement. Je leur demande d'accorder un appui à une initiative régionale à travers un programme de réduction des pertes après capture et d'accroissement de la valeur ajoutée pour un accès durable des produits halieutiques qui doit être l'une des priorités afin d'ancrer plus fortement ces activités à tous les niveaux. À l'occasion de cet atelier sera lancé en Côte d'Ivoire le four FAO Tiaroy, premier bénéficiaire de cette nouvelle technologie de fumage destinée à réduire les pertes de poissons des populations d'Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon. Les producteurs d'eau en sachet décident d'organiser leur secteur. À l'issue d'une assemblée générale, des mesures ont été arrêtées pour contrôler les prix et les agréments et aussi lutter contre l'insalubrité. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. Améliorer la qualité de la production d'eau en sachet. Contrôler le prix de revente de l'eau en sachet sur toute l'étendue du territoire fixé à 600 francs CFA. Assainir la profession de la production d'eau potable en veillant à ce que tous les opérateurs du secteur possèdent leur agrément. Participer pleinement à la lutte contre l'insalubrité, telles sont les décisions arrêtées par le conseil d'administration du syndicat national des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire, qui a tenu son assemblée constitutive cette semaine à Abidjan. Tous ceux qui produisent l'eau dans les cours communes sans autorisation seront traqués. Et c'est pour ça que nous appelons nos tutelles à soutenir cette brigade, nous soutenons à travers cette brigade qui va aider la brigade de salubrité qui est en place actuellement, qui sillonne la ville d'Abidjan. Et nous allons faire des tournées de façon concomitante, de manière à ce que nous extirpons de notre milieu tous ceux qui n'ont pas l'autorisation d'y être. Avec la libéralisation du secteur de la production et du conditionnement de l'eau potable en sachet, en gobelet et en bonbonne, la Côte d'Ivoire compte à ce jour une centaine d'entreprises agréées par le ministère de l'Intérieur. Ce secteur génère plus de 50 milliards de francs CFA et est pourvoyeur de milliers d'emplois. Conscient de cette réalité, le syndicat national des producteurs d'eau en sachet entend jouer pleinement son rôle dans la relance économique et la sécurité alimentaire en incitant les opérateurs à renforcer leurs conditions de production. J'en viens à ce drame survenu à Angré dans la commune de Cocody. Un immeuble assis est effondré. Selon les sapeurs-pompiers, 20 ouvriers travaillaient sur le chantier. 4 ont été retrouvés, les 16 autres seraient encore retenus sous les décombres. Les secours s'activent pour les retirer de là. Doigt des lasers. C'est aux environs de 18 h ce dimanche 5 mai que cet immeuble de 3 niveaux s'est effondré au quartier Angré-Château dans la commune de Cocody. Selon le témoignage de Gueux Touré, l'un des ouvriers sur le chantier, 16 personnes travaillaient sur le bâtiment. 15 ont pu échapper au drame et une personne serait encore sous les décombres. Bon, les gars avaient fini de couler d'âge. Voilà. Donc il y avait quelques-uns qui se nettoyaient en bas. Bon, maintenant il y a un qui était sur une machine là. Donc quand il a commencé à crier, c'est là ceux qui étaient en bas là, ils sont partis derrière, ils sont sortis sur nous. Là nous, on est venus ici, on vient, la dalle est tombée. Il y aurait au moment de l'effondrement environ une vingtaine de personnes. Et nous avons été alertés à 18h30. Les premiers engins se sont présentés à 19h. À 19h, on a pu recueillir 3 blessés qui ont été évacués par une de nos ambulances sur le CHU de Cocody. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des autres. Et avec ces masses de béton là, quand on aura les moyens de levage conséquents, on pourra
approfondir les recherches. Jusqu'à ce jour, les sapeurs-pompiers militaires indiquent que les recherches se poursuivent afin de faire la lumière sur les pertes en vie humaine. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a rencontré aujourd'hui les ex-combattants du 3e bataillon de Bouaké. Objectif, ramener la quiétude après les récents troubles. Ouattara Amidou, Kwadjo Kwame. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Paul Kofi Kofi a eu une rencontre avec les différentes organisations des ex-combattants. Le représentant du gouvernement chargé des questions de défense a laissé entendre qu'il n'est pas acceptable que des démobilisés s'illustrent par la violence pour revendiquer leur intégration dans le tissu économique et social du pays. L'État ne peut pas tolérer le désordre. Et c'est le message clair qu'on leur a dit. Quelles que soient leurs revendications, venant de très loin, ces jeunes qui vivent dans la précarité, ils doivent faire confiance à l'État et que l'État leur propose des solutions. Quant à Fidel Sarasoro, il a rappelé que l'opération conduite par l'ADDR est entièrement gratuite et financée par l'État de Côte d'Ivoire, répondant ainsi à des démobilisés qui dénonçaient le fait qu'ils payent de l'argent pour avoir des matricules. Par ailleurs, le responsable de l'ADDR a rassuré les démobilisés de l'effort en cours pour obtenir des résultats satisfaisants pour tous. En ce sens, il a dit avoir reçu de la part du président de la République des instructions fermes pour réussir en 2 ans la réintégration socio-économique de 65 000 ex-combattants répartis sur l'ensemble du territoire national. Les ressources principalement viendront de l'effort de l'État de Côte d'Ivoire et accompagné de ses partenaires. Ce sont des sacrifices que nous faisons tous pour la réinsertion et la réintégration des ex-combattants. Et qu'ils fassent preuve de patience, qu'ils laissent travailler l'ADDR dans la sérénité afin que les programmes qui sont en cours puissent se dérouler dans le calme, mais également dans l'efficacité. Les démobilisés disent avoir bien perçu le message du gouvernement. Pour eux, l'espoir est désormais permis. Moi, j'aimerais que les marches, ça s'arrête. Ceux de nôtres qui étaient vraiment pressés et qui n'y croyaient pas, avec le passage de ces 2 hautes autorités de la République, je pense qu'il n'y a pas de raison de douter encore. Pour réussir l'opération du désarmement, de la démobilisation et de l'intégration, l'État ivoirien doit mobiliser 90 milliards de francs. Mais cela ne peut être possible que s'il règne une atmosphère de paix et de quiétude dans le pays, ont rappelé les autorités présentes à cette rencontre. Souvenez-vous, hier 5 mai a été célébrée la Journée internationale de la sage-femme, une journée consacrée à la vulgarisation de ce métier noble, celui de donneuse de vie. En plus d'Abidjan, l'événement a été célébré à Bouaké, dans le centre du pays. C'est avec Ouattara Amadou et Diarsoba Larsen. À l'instar des sages-femmes du monde entier, les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont célébré la Journée internationale de la sage-femme. Et c'est Bouaké qui a abrité la cérémonie de cette 8e journée pour notre pays en présence des autorités administratives et coutumières. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux sages-femmes en les sensibilisant à une prise de conscience plus élevée dans l'exercice de leurs fonctions, surtout en les récompensant pour leur dû labeur en faveur de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ainsi, à travers différentes manifestations, les sages-femmes attirent l'attention sur leur statut professionnel, leurs prestations et leurs préoccupations. Quand un système de santé fonctionne bien, c'est qu'il peut servir efficacement la population. Nous tournons vers les décideurs ivoiriens afin qu'ils investissent davantage dans notre profession pour espérer des soins de qualité rendu par le personnel soignant. Le 5 mai est aussi une opportunité pour sensibiliser la société au thème de la santé reproductive. Chez les filles scolarisées, la maîtrise de la fécondité permet d'obtenir une population active, plus importante que la population dépendante, ce qui constitue un facteur de croissance économique et un atout certain pour des pays africains qui aspirent légitimement à devenir émergents dans les prochaines années. Sage-femme et planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est le sous-thème retenu par nos sages-femmes. Instituée depuis 1990 au Japon, la Journée internationale de la sage-femme a été célébrée pour la première fois le 5 mai 1991. Une visite de stand a mis fin à cette cérémonie.
Ils sont au nombre de 700, les élèves fonctionnaires de la 51e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Ils souhaitent s'imprégner de la nouvelle réforme engagée à la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État, histoire de mieux s'informer avant leur intégration dans la vie professionnelle. Les explications de Doigt de Laser. Soualio Sanogo et Ferdinand Tapé sont élèves fonctionnaires en fin de formation à l'École normale d'administration de Côte d'Ivoire. Ils vont bientôt aborder leur carrière professionnelle et se préoccupent déjà de la gestion de leur santé et de celle de leur famille. Pour eux, il est important de s'imprégner du fonctionnement de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il est important pour nous de maîtriser cette structure parce que c'est notre maison commune, de savoir ce qu'elle réserve pour nous, jeunes fonctionnaires ivoiriens, de savoir comment au niveau de la couverture médicale, au niveau de la couverture sociale, comment se déroulent les procédures. Dans la salle, plus de 700 élèves fonctionnaires de la 51e promotion de l'École normale d'administration sont entretenus par le directeur général par intérim de la MUGEFSI. Pour Lassine Touré, cette rencontre est l'occasion de faire connaître aux futurs mutualistes le fonctionnement de la MUGEFSI entamé par le comité de gestion. C'est les fonctionnaires et agents de l'État en activité comme à la retraite qui doivent désormais gérer leur mutuelle. Et cela à travers les différents organes pour lesquels ils vont se faire élire. Alors, quel lieu pensez-vous mieux que les différentes administrations, mieux que l'ENA qui forge et qui forme donc les fonctionnaires et agents de l'État? Quel lieu pensez-vous mieux que, en tout cas, cet établissement pour pouvoir passer ces informations? Selon le directeur général par intérim, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire va connaître ses 300 délégués régionaux au soir du 9 mai prochain. Ceux-ci seront appelés à élire le président du conseil d'administration à la fin du mois de juin 2013. Et on reste avec cette 51e promotion de l'École nationale d'administration. Sa sortie solennelle et son baptême auront lieu vendredi. Mais avant, les élèves fonctionnaires ont organisé une série d'activités toute cette semaine. Le top départ a été donné ce matin avec une conférence publique sur le rôle des douanes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Les explications de Landry Pono. 741 élèves forment la 51e promotion de l'École nationale d'administration. Après 2 ans de formation et à quelques jours de leur sortie, ils s'ouvrent au monde à travers une semaine d'activités culturelles, éducatives et sportives. C'est par une conférence publique sur le thème « La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, quelle contribution des douanes ivoiriennes ?» que la semaine s'ouvre. Selon le conférencier et parrain de la promotion, le colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, seules des réformes bien menées peuvent aider les douanes ivoiriennes à remplir leurs devoirs. Nous voulons bâtir une administration des douanes moderne, modèle et performante. La douane a bâti son programme de modernisation sur facilitation des échanges et sécurisation des procédures, contrôle approfondi après le dédouanement et enfin gestion moderne des ressources humaines et matérielles. À la suite de son exposé et des échanges avec ses filleuls, le colonel-major Issa Koulibaly a invité ceux-ci à être des administrateurs acharnés au travail, modestes et humbles. Un conseil, semble-t-il, qui a été entendu. Ce sont de très bons conseils, surtout pour quelqu'un qui est déjà passé ici et qui a fait ses armes dans l'administration, qui a gravi pratiquement tous les échelons. Donc, il sait de quoi il parle. Ce sont des conseils dont on doit s'approprier pour avoir une bonne carrière. Des stands d'exposition dressés pour l'occasion et animés par plusieurs entreprises et administrations du pays. C'est le visage qu'offre l'ENA, l'École nationale d'administration, jusqu'à vendredi, jour du baptême de la 51e promotion. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a rencontré ce matin les partenaires techniques et financiers de son département. Kandia Kamisoko Kamara sollicite leur appui pour la réalisation des projets de son ministère. Le développement des cantines scolaires était au centre de la rencontre, nous dit Evelyne Debazegua.
La Côte d'Ivoire compte à ce jour 5 847 cantines scolaires pour plus d'1 million de rationnaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui ambitionne de revoir ce chiffre à la hausse, a rencontré ses partenaires techniques et financiers pour solliciter leur soutien dans la réalisation de ce projet, une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour les cantines scolaires, il nous faut, entre autres, arriver à les approvisionner toutes en vivres et à les faire fonctionner pendant au moins 100 jours au cours de l'année scolaire. L'objectif recherché ici est d'améliorer sensiblement l'accès et la qualité du rendement des enfants à l'école. D'autres défis concernent la mobilisation de ressources suffisantes pour financer la production de statistiques scolaires fiables. La Banque mondiale, le PAM, l'UNESCO, l'UNICEF sont entre autres les partenaires techniques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ils ont promis leur appui à l'État de Côte d'Ivoire pour le développement du secteur éducation-formation. Ils souhaitent toutefois disposer de statistiques fiables pour mieux répondre aux attentes du système. Je vous le disais en titre, on a enregistré 3 audiences à la présidence ce lundi. Le président Ouattara a reçu le président directeur général du groupe Bouygues, le gouverneur de la BCEAO et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Viviane Haïm. Le groupe Bouygues est l'un des plus anciens groupes français en Côte d'Ivoire. Présent depuis l'indépendance, il intervient dans plusieurs secteurs de l'économie nationale, distribution de l'eau et de l'électricité, production d'énergie, construction d'infrastructures routières et gestion portuaire. À ce jour, ce sont plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis par le groupe Bouygues en Côte d'Ivoire, a indiqué son président directeur général Martin Bouygues, qui a été reçu ce lundi aux environs de midi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Si au cours des dernières années, le groupe avait ralenti ses investissements en Côte d'Ivoire, certaines de ses branches avaient cessé toute activité. Désormais, la confiance est de retour. Ces branches comme la CETAO, spécialisée dans les travaux publics, et ETDE, appelée maintenant Bouygues Énergie, ont repris leurs activités. Le groupe Bouygues est aussi engagé dans 2 importants projets, l'exploration et l'extraction du gaz au large des côtes ivoiriennes pour la production d'énergie et la construction du pont Henri Konan Bédié. 2 projets qui, selon le président directeur général du groupe, avancent bien dans leur réalisation. Nous sommes en phase de développement d'un projet très important, très lourd, puisque c'est un investissement de plus d'1 milliard de dollars sur le bloc CI-27 pour produire du gaz. Alors nous sommes dans une phase intéressante, puisque nous finissons une campagne de forage de puits de production. Nous avons fait 4 puits principaux, et je suis très heureux de vous annoncer que nous avons aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est que nous confirmons que nous sommes capables de produire au moins pour les 10 ans qui viennent une quantité de gaz suffisante pour assurer les besoins actuels en matière de gaz pour produire de l'énergie électrique. Et donc c'est en soi une très bonne nouvelle. Nous avons par ailleurs parlé du pont, vous savez, le pont Henri Konan Bédié, qui est dans sa phase d'exécution. Donc j'ai pu confirmer à M. le Président de la République que le pont serait livré pour le moment conformément à l'objectif, c'est-à-dire en décembre 2014. C'est un pont qui évidemment va être très symbolique parce qu'il va améliorer sensiblement la circulation dans Abidjan. Je pense aussi que ce sera un élément assez motivant pour les Ivoiriens, un élément de fierté, car par sa conception architecturale, c'est un pont avec un échangeur assez complexe. Au cours de l'après-midi, le gouverneur de la BCEAO, Koulibaly Tiemoko Mélié, a été reçu pour entretien par le président de la République. La situation de l'Union économique et monétaire a été le sujet de cet entretien. Les perspectives sont bonnes pour l'UEMOA et la Côte d'Ivoire, grâce à la forte croissance de l'économie nationale, joue un rôle moteur au sein de l'Union. La croissance économique dans l'Union est prévue en 2013 à un taux d'environ 6,5%, ce qui est bien, malgré le fait que certains États ont connu des difficultés. Et
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle demeure, après la crise, le moteur de cette croissance, parce que son taux de croissance est attendu à environ 9%, et ce qui va permettre de tirer le taux de croissance de l'ensemble de l'Union monétaire ouest-africaine. Son Excellence Moustapha Jabari, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, est venu traduire au président de la République les remerciements de son Altesse royale, le roi Mohamed VI, après la visite officielle qu'il vient d'effectuer en Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé la volonté de son pays de respecter ses engagements en matière de coopération avec la Côte d'Ivoire. À la suite de la visite royale qui a eu lieu au mois de mars dernier, il a été question de conclure un certain nombre d'accords dans tous les domaines. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi de cette visite royale et du suivi de la coopération qui existe entre les deux pays depuis plusieurs décennies. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des pays frères, sont des pays qui sont déterminés à s'entraider, à coopérer mutuellement dans l'intérêt des deux peuples. Des hommes d'affaires indiens sont en Côte d'Ivoire depuis hier. Au cœur de cette mission de prospection, ils ont rencontré ce lundi des membres du gouvernement ivoirien dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Les ministres ivoiriens en ont profité pour présenter les potentialités et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire à ces hommes d'affaires indiens. Des opérateurs et journalistes français sont de retour à Abidjan après avoir passé 6 jours à l'intérieur du pays. L'objectif était de découvrir les potentialités touristiques ivoiriennes et les sites à réhabiliter. L'apothéose de cet éducteur a eu lieu à Abidjan avec une conférence de presse en présence de Patricia Omoetia. Paris gagné pour les tours opérateurs et les journalistes spécialisés européens. 6 jours à l'intérieur du pays, 3000 km parcourus pour découvrir les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire, notamment le parc national de Taï. Il y a encore beaucoup d'infrastructures qui sont à réhabiliter, visiblement. Donc il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits par les personnes adéquates pour pouvoir recevoir correctement des touristes, en tout cas des touristes d'un certain niveau. D'ici 1 an, je pense que ce sera, oui, une destination très prisée. Et les Français ont un attachement particulier avec la Côte d'Ivoire. Pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, cet éductour, le premier du genre, a pour but de susciter la programmation de la destination Côte d'Ivoire pour la saison 2013-2015. Je pense que les Théo ont compris, les journalistes belges et français également ont compris que le pays était en mouvement. Donc je pense que d'ici 1 an, nous serons vraiment prêts à recevoir tous ces clients des Théo qui souhaitent venir en Côte d'Ivoire. À Abidjan, c'est l'apothéose. Joie et appréciation riment avec la pure tradition, le pagne ivoirien, porté aisément par la Miss Côte d'Ivoire 2013, véritable produit d'appel touristique. La balade lagunaire conduit les tours opérateurs au plateau. Des briefings, témoignages et échanges ont lieu entre tours opérateurs et secteur privé pour asseoir les bases d'un partenariat public-privé afin de relancer la destination Côte d'Ivoire sur les marchés émetteurs européens. À l'étranger, l'actualité judiciaire en Allemagne est marquée par le procès historique d'une néo-nazie et de 4 complices présumés accusés de 10 meurtres dont 9 xénophobes a été ajourné jusqu'au 14 mai. Il avait été ouvert dans la matinée. 600 témoins et plus de 2 ans d'audience pour un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi à Munich. Sur le banc des accusés, Beate Schäpe, présentée par la presse allemande comme l'incarnation du mal. Membre du groupuscule néo-nazi NSU, elle est jugée pour son rôle dans une série de 9 meurtres racistes contre des personnes d'origine grecque et turque, le meurtre d'une policière, des attentats et des braquages commis entre 1998 et 2011. Après le suicide de ses 2 acolytes, Beate Schäpe s'est livrée à la police en novembre 2011. Depuis, elle refuse de s'exprimer. Je suis absolument convaincu que l'accusation de complicité contre Beate Schäpe dans ces meurtres commis par Uwe Bonhardt et Uwe Mundlos ne tiendra plus avant la fin du procès. 4 autres personnes accusées de complicité comparaissent aux côtés de Beate Schäpe. Beaucoup de monde pour un procès entouré de scandales. La police et les renseignements intérieurs sont soupçonnés de graves dysfonctionnements et d'un aveuglement coupable. Car longtemps, les familles des victimes ont été accusées à tort et jamais la piste xénophobe n'a été explorée.
Devant le tribunal, les proches des victimes sont venus manifester leur colère. Nos clients attendent des clarifications. C'est pourquoi je veux pousser dans leur retranchement certains hommes politiques et certains médias qui disent que les erreurs commises par l'État dans cette enquête n'ont pas leur place dans ce procès. En avril dernier, la chancelière Angela Merkel avait présenté ses excuses à l'ONU pour les erreurs commises durant l'enquête. Pour une grande partie de l'opinion publique, ce procès doit permettre une discussion sur le problème de la violence d'extrême droite et du racisme en Allemagne. En bref, en France, cela fait 1 an que François Hollande a été élu. Malgré les difficultés du moment, le président français veut reprendre à l'offensive pour relancer son quinquennat. Et puis cette note triste au terme de cette édition, le confrère Doua Gouli de Fraternité Matin s'est éteint aux environs de 9h ce dimanche 5 mai 2013 au CHR de Mans des suites d'une crise AVC. En effet, Doua Gouli, qui était l'un des envoyés spéciaux de Fraternité Matin pour la visite du chef de l'État dans le Tonkoui, devrait faire un travail ce dimanche à Diokoé avant de rentrer à Abidjan. Malheureusement, le confrère a rendu l'âme aux environs de 9h ce dimanche. Toute la rédaction de RTI 1 présente ses condoléances au groupe Fraternité Matin et à la famille de notre regretté confrère. Voilà, avant de vous dire au revoir, quelle politique de logement sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, qui peut en bénéficier et dans quelles conditions? Réponse demain dans l'émission RTI 1 reçoit avec le ministre Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Ce sera après le 20h. Fin donc de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.